Retrouvez dans un instant à la librairie Ombre Blanche, samedi 18 avril 2026, Vincent Azoulay, historien de l'Antiquité, directeur d'études à l'EHESS et directeur de la rédaction des Annales, Histoire, Sciences sociales. Il est spécialiste de l'anthropologie du politique en Grèce ancienne et de pratique et représentation intellectuelle à Athènes. Vincent Azoulay présentait ce jour-là son ouvrage paru aux éditions EHESS, Ostracisme, du bon usage de l'arbitraire en démocratie, en dialogue avec Sylvain Le Breton, maître de conférences en histoire grecque à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. On est très heureux d'accueillir cet après-midi Vincent Azoulay pour ce livre aux éditions de l'EHESS, ce très beau livre Ostracisme, du bon usage de l'arbitraire en démocratie. Voilà, et je vais laisser Sylvain Le Breton, qui est maître de conférences en histoire grecque à l'université Toulouse-Jean Jaurès, vous présenter Vincent Azoulay plus en détail et puis surtout ce livre. Et voilà, merci Sylvain d'avoir accepté cet exercice de la modération et bonne conversation à vous et merci encore pour votre présence. Bonjour, merci beaucoup. C'est effectivement un très très grand plaisir d'accueillir à Toulouse Vincent Azoulay. Vincent Azoulay que vous connaissez peut-être probablement, qui est un habitué, en tout cas qui est déjà venu par exemple au Festival Histoire à venir. Vincent Azoulay, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, où il occupe la chaire c'est figure du politique en Grèce ancienne, donc c'est un spécialiste de l'histoire, des pratiques politiques en Grèce ancienne et notamment à Athènes à l'époque classique. Vincent Azoulay a été directeur de la revue Annales Sciences sociales, donc une revue très, très prestigieuse. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, depuis la publication de sa thèse sur Xénophon, il y a un peu plus de 20 ans. Il a été l'auteur d'un Périclès, La démocratie à l'épreuve du grand homme, donc en 2011. Un ouvrage sur les tyrannicides d'Athènes, vie et mort de 2 statues en 2014, d'un numéro de la documentation photographique. Je le mentionne parce que la doc photo, c'est toujours un outil qui est très utile pour les enseignants, notamment les enseignants du secondaire, sur la démocratie athénienne. Il avait signé avec Paulin Ismar un ouvrage qui s'appelait Athènes 403. Et dans ces ouvrages, notamment dans le Périclès et les tyrannicides, il interroge le politique, notamment à Athènes, à partir de certaines de ses figures, Périclès étant sans doute la plus connue, des acteurs, mais aussi des honneurs et des outrages qui peuvent leur être faits et de leur réception. C'est-à-dire que l'ouvrage sur Périclès ou sur les tyrannicides interroge à chaque fois ces questions sur le temps long et en incluant leur réception. Et c'est aussi un petit peu dans cette optique qu'il a abordé la question d'une pratique, d'une institution peut-être qui est celle de l'ostracisme, qui est caractéristique, on le verra sans doute, de la démocratie athénienne. Dans ce très bel ouvrage donc, qui vient de paraître aux éditions EHESS, et je dis très bel ouvrage parce que vous verrez, alors j'allais dire si vous l'achetez, je fais un petit peu de publicité, mais il est vraiment très très beau. Les gens des éditions EHESS sont vraiment, c'est vraiment admirable la qualité des reproductions. Il est également, moi je l'ai trouvé, moi qui connais un petit peu ces questions-là sans en être tout à fait spécialiste, j'ai trouvé qu'il était tout à fait intéressant entre guillemets pour les spécialistes, pour les collègues. Donc c'est un ouvrage pour les collègues parce qu'il y a des vraies propositions, une vraie contribution au débat scientifique qui y est faite, mais il m'a semblé aussi très très accessible pour un public beaucoup plus large. Et j'espère je pense, en tout cas j'espère qu'on saura lui faire la place qu'il mérite aussi dans la contribution, sinon au débat politique et au débat public, mais en tout cas au-delà de l'histoire ancienne, sur la réflexion sur nos démocraties à nous, avec une ouverture peut-être sur les sciences politiques. Voilà, en tout cas, un ouvrage qui est admirable, dans lequel on a aussi des énigmes, par exemple celle autour de la représentation sur le vase du peintre de Pan, donc énigme dont on va sans doute pas parler, comme ça, si vous voulez avoir la réponse, vous achèterez l'ouvrage.
Et voilà, donc, mais je vais arrêter de parler. Le plus important, c'est d'écouter Vincent. Donc, Vincent, la première chose, c'est est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment fonctionne cette procédure de l'ostracisme qui est caractéristique de la démocratie athénienne et qui pourtant, quand on en étudie un petit peu le fonctionnement de détail, est finalement assez exotique par rapport à nos pratiques politiques contemporaines. Voilà. Donc l'ostracisme, comment ça marche finalement ? Oui, c'est effectivement, bonjour à toutes et tous. C'est effectivement la première question à se poser, et notamment parce que y a un écran. On utilise encore, c'est certes pas tout le monde, mais le terme ostracisé, ostracisme, mais dans un usage très différent. Plutôt pour évoquer des processus d'exclusion assez généraux, souvent de minorités un peu mises sur le côté ou persécutées. Or, à Athènes, c'est pas du tout ça. C'est une façon de tenir à distance, proprement parler, en exilant, mais en exilant seulement pour 10 ans, j'y reviendrai, un homme puissant. Donc, c'est pas du tout des minorités collectivement discriminées, mais c'est la façon dont la cité athénienne essaye de préserver son régime, parce que c'est une institution qui est mise en place juste après la naissance de la démocratie, donc préserver son régime contre le retour de la tyrannie. Et donc se met en place une institution assez étrange, puisqu'il s'agit de pouvoir exiler temporairement, pour 10 ans, j'y reviendrai, avec un luxe de garantie procédurale, un homme puissant sans qu'il ait commis la moindre faute. C'est ça qui est très étonnant. Donc c'est pour ça que le titre, le sous-titre, c'est du bon usage de l'arbitraire en démocratie. C'est une procédure qui a des caractères arbitraires, puisqu'il n'y a pas de crime, de transgression légalement caractérisée. Et donc c'est vraiment le pouvoir du peuple qui s'exerce sur un homme une fois par an, jamais plus d'une fois par an, et en réalité de façon, on le verra, extrêmement modérée. Donc c'est une procédure qui se déroule en 2 temps. On décide d'abord, lors du 6e mois de l'année, s'il va y avoir ou non ostracisme cette année-là. Et ça, c'est pas du tout automatique. En gros, pour vous donner une idée sur la petite centaine d'années que dure l'institution, il n'y a eu très probablement que 14 ostracismes. Donc c'est en gros une année sur 6 ou 7, même si ils vont par grappe, on en reparlera peut-être. Donc première phase, on décide ou non, cette année, y aura-t-il ostracisme ? Puis 2 mois plus tard, donc ça ne se fait pas dans la presse, voilà, il y a certes une dimension arbitraire, mais on n'est pas dans une temporalité heurtée et accélérée. 2 mois plus tard, on vote, et on vote de façon extrêmement particulière, avec des petits tessons d'argile, des débris de poterie en réalité, sur lesquels on inscrit le nom de celui qu'on veut voir écarté de la communauté pour 10 ans. Et ces petits tessons, ça s'appelle des ostracas. Et c'est ce qui a donné son nom à la mesure, ostracisme. Et encore faut-il qu'on ait réuni au moins 6000 bulletins, ces étranges bulletins que l'on fabrique soi-même en écrivant sur ces tessons d'argile. Encore faut-il qu'il y en ait eu 6000 pour que la mesure entre en vigueur. Donc voilà, en gros, en quelques mots, en quoi consiste cette mesure tout à fait particulière de cette démocratie encore toute jeune et qui cherche à se protéger contre le retour de la tyrannie. Et donc cette procédure que vous venez de nous décrire de façon tout à fait claire, comment on la connaît ? Pour dire autrement, quand on fait de l'histoire, on travaille toujours à partir de sources qu'on essaye de faire parler, en essayant de leur poser les bonnes questions, si possible. Et donc là, quelles sont les sources à notre disposition pour écrire l'histoire de cette pratique ? Ah oui, parce que c'est effectivement pourquoi il y a un livre là, c'est parce qu'il y a des nouvelles sources. Il y a des sources qu'on connaît depuis très longtemps, les sources qu'on dit littéraires, qui sont en réalité, on voudrait mieux dire issues de la tradition manuscrite, parce que la littérature, ça n'existe pas dans l'Antiquité. Mais en tout cas, il y a toutes ces sources que vous connaissez au moins les noms. Ça va être Thucydide, ça va être
Plutarque plus tard, ça va être Aristote aussi, qui ont tous parlé de l'ostracisme. Et ça, on peut, avec ses sources, et on a fait avec ses sources l'histoire de l'ostracisme depuis la redécouverte de l'Antiquité au XVe siècle. C'est là, et le livre en fait aussi l'histoire, c'est là qu'on se ressaisit de cette très ancienne institution pour la faire rejouer dans les débats politiques contemporains, je veux dire de la Renaissance. Et donc, une très très vieille histoire, mais une histoire biaisée parce qu'elle est largement écrite par des opposants à la démocratie. Donc, qui vont construire cette institution comme le symbole de l'arbitraire populaire. La foule ingrate et ignarde. Et donc, il y a notamment une anecdote qui a joué beaucoup pour à la fois la popularité et l'impopularité de l'ostracisme. C'est une anecdote qui donne lieu au tableau, parce qu'elle a fait image, qui donne lieu au tableau qui se trouve sur la couverture par une peintre, Angelica Kauffmann, au XVIIIe siècle. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette histoire, mais voilà, j'ai tenu à mettre une peintre en couverture. Et qui représente quoi? Qui représente la rencontre entre Aristide, grand homme de la démocratie athénienne du début du 5e siècle, on est en 483-482, et un rustre venu de la campagne, un pécore qui ne sait pas écrire, et qui rencontre Aristide. Tout ça est raconté par Plutarque, 6 siècles plus tard. Il déteste la démocratie, déteste la canaille ignorante. Et donc ce rustre demande à Aristide, qu'il ne connaît pas parce qu'il ne vient pas souvent à l'Assemblée, d'écrire le nom d'Aristide sur son tesson. Et Aristide lui dit « Mais pourquoi tu veux exiler Aristide? Il t'a fait du mal. » Et le rustre répond « Non, il ne m'a rien fait, mais j'en ai marre de l'entendre appeler le juste. » Alors ça, c'est ce qui est mis en avant, ce qui a fait image, fait mémoire. En gros, avec le procès de Socrate, c'est l'anecdote d'Aristide et le rustre, c'est ce qui a servi à faire le procès de la démocratie athénienne au cours des siècles. Parce que, faut-il le rappeler, la démocratie athénienne, nous maintenant, c'est une référence, on l'apprend au Marmot en 6e puis en seconde, mais la démocratie athénienne est détestée jusqu'au milieu du 19e siècle, les révolutionnaires compris. Détestent, et la démocratie, le système politique américain s'est construit contre la démocratie directe, et explicitement contre la démocratie athénienne. Bon, parenthèse fermée. Donc, on a ces sources littéraires qui ont servi à construire l'histoire de l'ostracisme, mais une histoire biaisée, et puis aussi une histoire qui rendait souvent assez obscur le déroulement matériel de la procédure, notamment jusqu'au début du XVIIIe siècle, on pensait que ces ostracas, ces tessons d'argile, c'était des coquillages. Ce qui fait que si vous ouvrez le livre, vous verrez quelques tableaux, quelques peintures, où on voit en guise de tessons d'ostracisme des coquillages. Mais il ne faut pas s'y étonner, c'est parce que les sources littéraires étaient suffisamment peu concrètes, tout à leur volonté, surtout de critiquer cette démocratie de la canaille ignorante. Les sources littéraires étaient suffisamment peu concrètes pour qu'on s'y trompe. Et ce qui a changé depuis le dernier siècle, c'est que désormais, on a retrouvé les ostracas. Pas tous, mais on en avait, pour vous donner une idée, 4 au début du XXe siècle. Et le premier ostracon retrouvé, c'est les années 1860. Début du XXe, on en a 4. Aujourd'hui, on en a 11 000. Donc ça permet de faire une toute autre histoire de l'ostracisme, une histoire quantitative, une histoire matérielle. Et puis, on en reparlera peut-être, mais sur ces ostracas, il n'y a pas que des noms. Donc, bien sûr, ça va nous apprendre des choses sur l'histoire de l'alphabétisation et de l'alphabétisation en démocratie. On en reparlera peut-être. Mais on verra aussi peut-être qu'il y a des injures, qu'il y a des dessins. C'est aussi tout ça dont le livre a essayé de se saisir et de le mettre sous les yeux de la lectrice ou du lecteur. Et effectivement, ça c'est aussi pour ça que les illustrations, c'est un signe qu'elles sont vraiment de bonne qualité. C'est quand on est
un petit peu qu'on aime jouer à ce jeu d'essayer de déchiffrer les textes sur les pierres ou sur d'autres supports, ici en l'occurrence des tessons de céramique. Ici, on voit très bien, on peut lire le texte, on peut vérifier les lettres qui sont présentes, celles qui manquent, hein, c'est un petit peu le jeu des épigraphistes. Et ici, les illustrations sont vraiment admirables. Alors précisément, sur ces ostracas, 11 000, on y trouve donc des noms, nécessairement. Mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve du texte et, vous l'avez dit aussi, de l'image. Qu'est-ce que faisaient figurer ces milliers d'Athéniens qui devaient chercher à exclure un des leurs ? Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, on trouve d'abord des noms. Hein. Massivement, c'est quand même des noms. Je le dis au pluriel parce que les noms, c'est en général le nom de l'ostracisé, enfin de celui ou de l'ostracisable, celui qu'on veut voir écarté. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément ostracisé au bout du processus. Hein. Et le nom de son père. Donc en général, il y a deux noms pour qu'il n'y ait pas, parce qu'il y a plein d'homonymes, hein, donc il ne faut pas se tromper. Et parfois, on ajoute aussi le nom du dème, c'est-à-dire de la petite localité de l'Attique dont vient le citoyen, en tout cas sa famille. Et donc on a ça massivement. Hein, et on a plein de noms, et ces noms, on peut en faire ce qu'on appelle une prosopographie, savoir un peu qui sont ces gens en croisant d'autres sources. Et on s'aperçoit que c'est le gratin. Hein, c'est les gens de la haute société athénienne, c'est des gens qui massivement, je ne parle pas des ostracisés, ça c'est sûr, mais même les ostracisables, ceux qu'on retrouve sur ces tessons, c'est avant tout, même s'il y a quelques inconnus, mais c'est avant tout des gens dont on sait qu'ils ont exercé d'autres fonctions, qu'on connaît par ailleurs, qui étaient donc des gens visibles. Et de ce point de vue-là, considérés comme potentiellement dangereux. Bon. Donc on a d'abord des noms, et ça permet déjà de faire de l'histoire sociale. Ensuite, on a sur peut-être une centaine enfin un peu plus d'une centaine de tessons, on a aussi les motifs. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, c'est des motifs, en général, c'est un mot. Hein. Et c'est un mot, c'est assez étonnant hein, pour nous, mais c'est souvent des insultes. C'est des insultes qui vont avec ce geste hein, de l'écriture qui cherche à envoyer ce citoyen alors, au corbeau. Et alors là, on a une très belle image de corbeau, d'ailleurs, parce qu'il y a des noms, des insultes et des images. Je vais y venir, mais j'en reste quelques instants sur les insultes. Et ces insultes, elles sont voilà, d'une très grande verdeur, mais ceux qui ont déjà lu du Aristophane ne seront pas étonnés. Et donc, vous avez Thémistocle qui est traité, par exemple, de catapugone, ce qu'on pourrait traduire par enculé, mais c'est une accusation politique. Parce que c'est être passif dans une relation sexuelle, ce qui n'est pas digne d'un citoyen, même si, en tout cas, d'un citoyen parlant à l'Assemblée. On a, ça c'est peut-être mon ostracone, oui, ostracone au singulier, ostraca au pluriel, donc vous étonnez pas, c'est le grec. Mon ostracone préféré, c'est celui qui vise Simon, l'un de ceux qui vise Simon, qui a été ostracisé hein, en 462. Et Simon, c'est un très grand général athénien. C'est le grand homme de l'après-guerre médique lorsque les Athéniens et quelques Grecs ont battu les Perses. Simon, ça a été voilà, le grand homme de l'après-guerre médique, avant Périclès, en gros. Et ce Simon, on le savait par plus tard, qu'il était accusé notamment d'entretenir des relations incestueuses avec sa demi-sœur, qui s'appelait Elpiniké. Et on a un ostracone qui dit Kimon, donc Simon, hein, Elpiniké la bonne, prend Elpiniké et ito, dégage. Parce que ce qu'on voit, et ça on en a plusieurs dizaines d'exemplaires, c'est beaucoup le verbe ito, c'est-à-dire l'impératif d'aller, dégage. Donc c'est vraiment le dégagisme antique au sens propre. Il s'agit d'expulser voilà, un homme qu'on ne veut plus voir en peinture, ou en tout cas sur un tesson de poterie. Et donc, on a toute une série d'injures, mais alors qui permettent de faire quoi ? De faire aussi une histoire culturelle et politique, parce que quand on les met en série, on s'aperçoit que ce qui est reproché aux ostracisés, c'est deux choses. C'est de se comporter comme un tyran à l'intérieur de la communauté,
Et donc ça va avec des accusations de transgression sexuelle, de cupidité, d'amour des chevaux. Eh oui, les chevaux, ça c'est bizarre, hein. On voit éleveurs de chevaux, on voit cavaliers. C'est très étonnant pour nous. Mais en fait, les cavaliers, les chevaux, ça coûte beaucoup d'argent à entretenir. C'est aussi les gens qui font des courses au concours panhellénique. Et donc, être accusé d'être éleveur de chevaux, c'est en réalité une accusation politique. Quelqu'un qui a trop d'argent et qui veut éventuellement, avec cet argent, prendre l'ascendant sur la cité. On a aussi adultère, moikos. On a toute une série de motifs, ce qui vient motiver l'ostracisme, qui renvoie à des comportements transgressifs du citoyen que l'on vise à l'intérieur de la communauté, donc qui se comporte comme un tyran. Et puis, on a d'autres insultes, d'autres motivations qui, là, saisissent le potentiel ostracisé comme un traître à l'extérieur. Et là, ça va être beaucoup d'accusations d'être du côté des Perses. Donc, on va avoir Philoperses, celui qui aime les Perses. On va avoir des jeux de mots avec le langage des Médo-Perses. On va avoir aussi le fait qu'il est corrompu. Dorodokia, la corruption de quoi? Qui vient de l'extérieur et notamment de la menace perse qui est toujours là malgré les guerres médiques. Donc on a, quand on les met en série, le portrait des ostracisables qui se précise et qui est donc d'être à la fois tyran à l'intérieur, en tout cas c'est ce dont on accuse les ostracisables ostracisés, et traître à l'extérieur. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'a été la tyrannie à Athènes. Le dernier tyran d'Athènes, qui s'appelle Hippias, il était bien sûr tyran, mais ensuite, quand il a été expulsé par les Athéniens en 510 avant Jésus-Christ, donc juste avant les réformes de Clisthène, juste avant que l'ostracisme soit mis en place, où est-ce qu'il va? En Perse. Il va en Perse et c'est lui qui va mener les troupes perses à Marathon, en leur disant « c'est là qu'il faut accoster ». C'est là parce que notamment mon papa, quand il a pris le pouvoir, il est arrivé par là, à Marathon. La bataille de Marathon, elle se déroule à Marathon parce que Hippias dit aux Perses de remettre les pas de la troupe du corps expéditionnaire perse dans les pas du père d'Hippias. Et donc on voit bien ce lien entre traîtrise et tyrannie. Et donc c'est un des enjeux du livre, ça a été aussi d'essayer de comprendre ce qui se trouvait sur ces ostracas et notamment ce qui s'ajoute au nom. Et puis dernier point, et j'en ai fini avec ce petit tunnel, désolé, c'est donc des images qui m'ont bien sûr intéressé, qui sont là pour souvent non pas complexifier le message, mais plutôt le signifier à nouveau. Sachant qu'en Grèce, il faut le savoir, et en grec, graphein, qui veut dire écrire, vous avez ça dans graphie encore en français, hein. Graphein, ça veut dire tout à la fois écrire et peindre. C'est le même geste pour les Grecs. Et donc on a comme ça des dessins qui vont faire des blagues, qui vont jouer sur le nom, qui vont vouer eskoracas, c'est-à-dire au corbeau, et on va avoir un beau corbeau, ce qui veut dire aux enfers. Hein. Pour les Grecs, on va avoir un renard qui joue sur le nom du dème. Il y a plein de jeux, mais qui sont là pour signifier encore d'une autre manière les raisons pour lesquelles on veut voir écarter l'individu. On a aussi un cadavre perse, en habit perse. On a comme ça toute une série de signes qui viennent de façon redondante dire à nouveau ce pourquoi on veut écarter la personne. Et c'est donc cette procédure, y compris dans ce qu'on pourrait appeler sa matérialité, en tout cas la découverte de ces milliers d'ostracas nous ont rendu vraiment sensibles à cette dimension-là de la procédure. J'allais dire, c'est vraiment démocratique, y compris dans sa forme. C'est-à-dire chaque Athénien, chaque citoyen écrit lui-même son propre tesson. Alors, est-ce que c'était toujours le cas? Et peut s'exprimer aussi, non seulement agir pour peser, pour mettre la pression sur un puissant, étant entendu que la grande majorité des citoyens étaient des citoyens pauvres, alors qui
qui constituait une élite, parce qu'il y avait tous les non-citoyens qui étaient encore plus majoritaires, mais à l'échelle de score civique, eh bien, il y avait le peuple qui pouvait donc mettre la pression sur les élites. Donc, de ce point de vue-là, c'est démocratique, mais aussi dans sa forme. Et donc, les citoyens pouvaient désigner ces puissants, et y compris les insulter et leur signifier les raisons de leur exclusion, ce que vous venez d'expliquer. Et donc voilà, est-ce que chaque citoyen inscrivait son propre ostracon sur un support qui lui aussi est en quelque sorte démocratique, puisque c'était un matériau extrêmement disponible, c'était des déchets de poterie. Est-ce qu'il n'y avait pas des ostracas qui pouvaient être préinscrits, qui fonctionneraient comme des bulletins de vote, des questions de bourrage d'urne ou des choses comme ça? Et oui, il y a. Effectivement, ces tessons, ces milliers de tessons, ils permettent de faire aussi des analyses graphologiques, de rendre ces tessons à des mains, à des gens qui les ont concrètement gravés. Et ce dont on s'aperçoit, c'est d'abord que beaucoup de gens, c'est-à-dire il n'y a pas de distribution de matériel de vote, donc c'est pas comme aujourd'hui. Donc c'est vous qui venez avec votre ostraca, et parfois vous l'avez préparé à l'avance. C'est-à-dire qu'on a même des ostracas peints, on a même des ostracas peints et cuits. C'est vraiment, on s'y est pris à l'avance, on voulait vraiment se le faire. Mais c'est vrai qu'on a aussi un certain nombre d'ostracas visiblement préparés à l'avance, écrits par les mêmes mains. Et on a notamment retrouvé sur le rebord nord de l'Agora une série de plus d'une centaine d'ostracas, tous au nom de Thémistocle, le général qui est connu pour avoir joué un rôle crucial à Salamine, fin de la Seconde Guerre médique, en tout cas au moment tournant de la Seconde Guerre médique contre les Perses, qui va être ostracisé, qui va finir sa vie en Perse d'ailleurs, lui le vainqueur des Perses. Et on est probablement en 472 ou 471, et on a une centaine d'ostracas qui a écrit par 8 mains différentes. Donc, voilà, des bulletins préparés à l'avance pour bourrer les urnes, ou en tout cas pour être distribués à des gens qui ne savent pas éventuellement écrire. Donc on peut se dire, oui, manipulation, et effectivement qu'il y a eu des tentatives de manipulation, certaines qui ont réussi. Ce qu'on sait là, et c'est malgré tout intéressant, c'est que si manipulation il y a, si la volonté était de bourrer les urnes, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que dans toutes les découvertes de ces tessons d'ostracas, en général on les retrouve par lot, centaines, parfois des milliers. Le plus gros, c'est 8500 d'un coup. Donc il y a bien sûr gonflé ce qu'on pouvait savoir pour une même ostracophorie, une même ostracisme, celui de Mégaclès, l'année d'avant celui de Thémistocle en 472. Et alors pourquoi on sait que celui qui concerne les ostracas de Thémistocle, au nom de Thémistocle, donc gravés, inscrits par quelques mains, pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'il y a dans cette découverte que le nom de Thémistocle. Or, dans toutes les autres découvertes, il y a certes une majorité de noms, un type qui est particulièrement mis à l'honneur ou mis au déshonneur, mais il y a toujours d'autres noms qui sont mêlés dans les découvertes qui sont faites. Et là, il y a une uniformité, une homogénéité de ce qu'on a trouvé qui fait dire avec assurance aux archéologues et aux historiens et historiennes qu'ils n'ont pas été utilisés. Donc ça montre à la fois les limites de l'alphabétisation, on parle d'alphabétisation restreinte pour Athènes, et en même temps le fait que il ne faut pas voir ça uniquement sous l'angle manipulatoire avec une population qui globalement ne saurait pas écrire. Ça, on en est beaucoup revenu parce qu'on a vu des graffitis, on a découvert récemment des graffitis de bergers en Attique, donc sur le territoire d'Athènes, la fin du VIe siècle. Donc très simple, mais où des gens très modestes savent écrire des noms. Et d'une certaine façon, l'anecdote de Plutarque, d'Aristide et du Rustre, elle est intéressante parce que le type ne sait pas écrire. Ok. Mais il sait que s'il arrive sur l'Agora d'Athènes et qu'il s'adresse à peu près à n'importe qui, il va trouver quelqu'un qui sait écrire.
Donc, on est dans une situation où tout le monde ne sait pas écrire, certes, mais où malgré tout, c'est un phénomène qui est quand même largement diffusé socialement, assez pour que cela ait des effets aussi sur la pratique et les pratiques démocratiques, où l'on délibère avec une information la moins déformée possible. Et c'est en ça que l'anecdote du rustre analphabète face à Aristide chez Plutarque est intéressante, c'est-à-dire qu'elle est très vraisemblablement forgée, elle sent sa fabrication à plein nez, si on peut dire, mais elle permet de poser cette question et de se mettre en situation. Et donc cet analphabète, finalement, est-ce que c'est l'exception ou la majorité? Et de fait, ce serait plutôt l'exception, puisqu'il s'attend, comme vous venez de le dire, à trouver quelqu'un qui sait écrire. Et je sais que, m'intéressant un peu à la question, sur les niveaux d'alphabétisation à Athènes, qu'on a réévalué plutôt à la hausse, justement, cette catégorie d'alphabétisation restreinte, il me semble que c'est la nomenclature c'est Jack Goody qui avait défini les sociétés sans alphabétisation, qui reposent seulement sur un système oral, ou à alphabétisation massive, comme les nôtres, où la plupart des gens savent écrire et bien écrire. Donc il y a alphabétisation restreinte, ça pourrait être pour des sociétés entre guillemets à scribe, c'est-à-dire dans lesquelles l'écrit était utilisé par une petite partie de la population, mais qui constituait une sorte de caste. Et manifestement, Athènes au 5e siècle, c'est pas ça non plus. C'est pas massif comme chez nous, mais c'est plus que une société à scribe. Oui, tout à fait. Effectivement, on est certainement entre les deux. Et si vous me permettez de revenir justement sur cette anecdote d'Aristide et du rustre, parce qu'effectivement, elle permet, même si elle est forgée, de dire des choses en confrontant à d'autres sources du niveau d'alphabétisation à Athènes, ce qui est un enjeu politique quand on veut parler du peuple. Mais cette anecdote, qui est probablement forgée, elle permet de dire autre chose d'extrêmement profond, et qui, me semble-t-il, n'est jamais vraiment mise en avant lorsqu'on étudie l'ostracisme et que l'on part de cette anecdote, c'est la suite de l'histoire. C'est-à-dire le fait que, parce qu'on se concentre sur le scandale, le fait que c'est parce qu'il a été, qu'on l'entend appeler juste un peu partout, que symbole de l'arbitraire, de la canaille, etc. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'Aristide écrit son nom dans son tesson et ne dit rien. Et ça, on l'oublie, et on oublie de lire la suite de l'histoire où l'on voit Aristide qui accepte son sort. Moi, ça a été l'autre chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, et j'ai essayé de mettre en avant, c'est que cette mesure dont je vous ai dit, la part d'arbitraire, est une mesure acceptée. Et pour moi, ça a été une très grande découverte, parce que ce n'est pas ce qu'on met en avant en général. C'est le fait que l'ostracisme a été globalement, même massivement accepté par ceux qui en étaient les victimes. Et ça, pour moi, c'est un immense enseignement politique sur la démocratie, sur la façon dont la démocratie, et le peuple en particulier, doit traiter ses élites. Parce que c'est quoi, de façon très très générale, mais démocratie, c'est le kratos, le pouvoir, du démos, du peuple. Bon. Le kratos en grec, c'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir d'écrasement. C'est pas un pouvoir sympathique. On n'exerce pas un pouvoir dans le vide ou sur des institutions. On exerce un pouvoir sur des gens. Ce sont des sociétés esclavagistes, machistes, masculinistes, tout ce que vous voulez. Et le kratos, il y a cette dimension d'écrasement. Et c'est l'écrasement notamment des élites. Donc on pourrait dire, avec l'ostracisme, on a vraiment le symbole de ce kratos populaire qui s'exerce sur des élites qui n'en peuvent mais et qui sont saisies par l'arbitraire de la canaille. Mais ce qui est très intéressant, c'est la façon dont les Athéniens ont réussi pragmatiquement à inventer une façon de tenir en bride leurs élites sans les écraser, justement, sans utiliser ce kratos d'une façon telle qu'elle conduise les élites soit à se réfugier dans la sécession, on va cultiver notre jardin, on ne va pas continuer à s'investir dans la vie politique, il n'y a que des coups à prendre. Ben non, pourtant, ils y reviennent, y compris ceux qui ont été ostracisés. Quand ils reviennent,
ils se réinvestissent, soit donc sécession, soit révolte, bien sûr. Quand vous tapez trop dessus, l'autre danger qui guette, c'est bien sûr le dissensus, la guerre civile, la révolte. Et ce qui est très frappant quand on met en série tous les ostracismes, c'est que ils l'ont tous accepté. Donc ce geste d'Aristide de rendre son tesson sans rien dire, puis ensuite d'accepter la mesure, ça montre que l'ostracisme était une mesure dosée de façon à ce que, certes, il y ait une part d'arbitraire, donc que les élites aient peur. Donc ça pose cette question, hein, est-ce qu'il peut y avoir véritable démocratie, véritable pouvoir du peuple, sans que les élites ressentent une part de peur? Ce pas des questions sympathiques, mais c'est les questions d'aujourd'hui. Hein. Mais que cette peur ne mène pas à la révolte ou à la sécession. Et ce qu'on voit avec l'ostracisme, c'est précisément cet équilibre qui est atteint pendant un siècle et qui permet de domestiquer les élites, de leur faire accepter ce sort sans les amener à se révolter notamment ou refuser de s'investir davantage dans la vie politique. Alors vous me direz peut-être, mais je vous ai parlé de Thémistocle. Thémistocle, il est ostracisé et puis je vous ai dit, il finit en Perse. Oui, mais non. Ça pourrait être un contre-exemple, mais même pas. Parce que l'histoire de Thémistocle est intéressante, hein, il est ostracisé, mais quand il est ostracisé, d'abord, il va à Argos, c'est-à-dire pas loin, et il se tient tranquille. Il attend qu'on le rappelle, parce que très souvent, ça ne durait pas 10 ans. On rappelait les hommes politiques avant le terme de ces 10 ans. Par ailleurs, on ne perdait pas sa citoyenneté, donc pas la protection juridique qui allait avec la citoyenneté, on ne perdait pas les revenus de ses termes. C'était très limité comme forme de déshonneur, l'ostracisme. Et donc il se tient tranquille à Argos. Mais là intervient un autre épisode pour Thémistocle. On s'aperçoit qu'il a fricoté avec le régent de Sparte, Pausanias, et là il est l'objet d'une mesure judiciaire où il est condamné à mort. Et c'est là qu'il va finir en Perse. Mais l'ostracisme n'avait pas produit la sécession et la révolte de Thémistocle. Et tous les autres ostracisés, on s'aperçoit qu'ils sont revenus, que ce soit Simon, que ce soit Xanthippe, que ce soit... Enfin, tous les grands noms de la démocratie athénienne qui ont été ostracisés sont revenus, se sont réinvestis dans la vie politique athénienne. Et donc oui, parce qu'on aurait pu se dire au début, Aristide, comme c'est le juste, évidemment, lui, il accepte. Hein, et le fait qu'il écrive lui-même son propre nom, c'est une façon de démontrer que c'est QFD, hein, il est juste parce qu'il l'est à ce point. Mais tous ont accepté, et donc le dosage était manifestement bon. Et vous avez parlé de ces grandes figures, Thémistocle, Aristide, Simon, Xanthippe. Et alors, les grandes figures, on pense évidemment à Périclès. Alors Périclès n'a pas été ostracisé, mais ce que vous montrez, c'est qu'il a quand même été en partie dompté par l'ostracisme et qu'il a dû esquiver l'ostracon qu'on lui a lancé. Oui, tout à fait. Ça, j'ai pris le cas de Périclès, c'est un cas limite. Effectivement, il n'a pas été ostracisé. Mais en même temps, l'ostracisme a accompagné toute sa carrière. Donc, Périclès, le grand homme de la démocratie, hein, celui dont Thucydide dit qu'il a, d'une certaine façon, ridiculisé le programme du régime. Puisque la phrase célèbre de Thucydide, c'était de nom une démocratie. Mais en fait, le premier citoyen, c'est-à-dire Périclès, exerçait le pouvoir. La première démocratie de l'histoire n'en aurait pas été une, elle aurait été le jouet de Périclès, extraordinaire orateur et stratège. Alors bien sûr, il ne faut pas croire Thucydide, qui est quelqu'un qui est en délicatesse avec le régime démocratique, lui-même exilé, pas ostracisé, mais exilé. Et en réalité, ce qu'on voit quand on suit la trajectoire de Périclès, c'est comment l'ostracisme, sans qu'il en soit victime, a exercé des effets tout au long de sa carrière. D'abord parce que son père a été ostracisé. Xanthippe, son père, a été ostracisé alors que lui, donc en 485-484, il y a une dizaine d'années. Donc il va passer 4 ans, parce que Xanthippe est rappelé au moment des guerres médiques, mais il va passer 4 ans, un moment décisif, entre 10 et 14 ans, à
à l'étranger, certainement, hein, avec son père, voyant bien ce qu'a été la puissance du peuple sur ses élites et la marque que cela a imprimée sur le destin de sa famille. Et puis après, Plutarque nous dit que il souffre, que pendant longtemps, il ne rentre pas dans la vie politique, hein, parce qu'il souffre d'un délit de belle gueule. Il ressemble diablement au dernier tyran d'Athènes. Et donc il est immédiatement suspect, ne serait-ce que par son aspect physique, et puis par la puissance de sa famille en plus. Et donc il va se tenir loin de la vie politique, puis quand il va y entrer, il va, nous dit Démosthène, prendre le parti du peuple, notamment par peur de l'ostracisme. Et donc on voit que cela a façonné alors sinon ses convictions politiques, en tout cas son orientation, sur le long terme. Et puis ça façonne même ses mœurs, ses façons d'être, ses manières de se comporter. Parce que ce qu'on voit avec Périclès, c'est cette pression populaire et la façon dont ça l'amène à faire des choses très bizarres. Par exemple, Périclès ne va, durant toute sa carrière, pas aller aux funérailles de ses proches. Parce que les funérailles, c'est le moment où les familles montrent leur puissance. Si vous allez encore en Méditerranée, en Sicile, etc., vous voyez les grandes familles, et ce qui est l'occasion de la démonstration du pouvoir des notables dans les petits villages, vous aurez une idée de ce que c'était à Athènes, à tel point qu'il y avait des lois somptuaires qui cherchaient à réguler le nombre de participants à ces moments d'émotion que sont les funérailles. Et donc lui, il veut pas être pris pour quelqu'un qui est du côté de l'élite. Donc il ne va pas aux funérailles de ses proches, il ne va pas aux banquets. Les banquets, ce sont les lieux où l'on boit ensemble du vin entre gens de bonne compagnie. Et donc lui, il ne veut pas être pris pour un de ces gens de l'élite, plein de morts, qui boivent tout en faisant venir des courtisanes et souvent en tenant des propos qui ne sont pas très démocratiques. Le banquet de Platon. Le banquet de Platon, c'est ça. Hein, c'est des discours qui circulent et qui ne sont pas forcément aimables pour la démocratie athénienne, entre gens choisis. Donc ça l'amène, l'ostracisme, même à modifier ses mœurs en profondeur. Et ça l'accompagne durant toute sa vie, parce qu'effectivement, on a un fragment comique d'un auteur, vous connaissez Aristophane, je pense, mais qui s'appelle Cratinos, qui est un très grand auteur comique de la même époque, et qui parle de Périclès, qui a, comme l'a dit Sylvain, esquivé l'ostracone lancé. Et on s'aperçoit que ce moment où il esquive l'ostracone lancé, j'essaie de mener une analyse précise, c'est pas 443, c'est-à-dire le moment où son grand concurrent est ostracisé. Et ça s'est joué entre lui et son grand concurrent qui s'appelait Thucydide, comme l'historien, mais qui n'est pas l'historien. Bon. Mais que c'est très probablement la toute fin de sa vie. La pièce, elle a été jouée certainement juste avant ou juste après le déclenchement de la guerre du Péloponnèse, 431. Donc, ça veut dire que cette peur de l'ostracisme, elle l'a accompagné du début de son enfance jusqu'à la fin, et qu'elle a comme ça un peu configuré sa trajectoire et ses mœurs. Donc, et c'est ce qui m'intéresse, c'est l'effet de l'ostracisme, cet effet de long terme, de reconfiguration, d'acceptation des élites de leur propre sort. Et je rajouterais, parce que là on parle beaucoup des grands hommes, mais qu'il ne faut jamais oublier l'autre versant, c'est-à-dire que l'ostracisme, pour les élites, ça produit cet effet de domestication, mais pour le peuple, ça crée un effet d'empuissantement. On se sent puissant. Parce que ça aussi, c'est souvent un malentendu. On va parler de la démocratie athénienne et dire oui, ils vont à l'Assemblée, ils décident des lois, etc. Ok. Ouais. Bon, d'abord, ils n'allaient pas tous à l'Assemblée. Ils vivaient parfois très loin. Et puis les lois, bon, il y en a des importantes, il y en a des moins importantes. Il y avait un absentéisme chronique qui ne posait pas problème. L'ostracisme, c'est un de ces moments où le peuple exerce directement son pouvoir et peut voir les effets de celui-ci directement, tout de suite. Alors, l'ostracisait une dizaine de jours pour se préparer et partir à l'étranger, hein, mais quand même, c'est un moment où on exerce son pouvoir et donc on est là massivement. Hein. Et donc pour le peuple, l'ostracisme c'est aussi très important dans la façon dont cela crée le sentiment pour le démos d'avoir réellement du pouvoir, de s'y croire, hein,
de s'y croire enfin par rapport à ces élites qui tenaient le haut du pavé durant toute l'époque archaïque et même le début de l'époque classique. C'est une des choses qui est tout à fait fascinante dans cet ouvrage, c'est comment en suivant ce fil de l'ostracisme, on a un accès direct direct autant qu'on puisse le reconstituer, puisque évidemment, mais direct à cette démocratie qui par ailleurs est directe, qui est assez différente des nôtres par conséquent, et surtout sur laquelle l'historiographie et même si on remonte un peu avant, la réception depuis, on va dire, l'époque moderne, lui a prêté des traits qui ne sont sans doute pas les siens, que ce soit à travers cette procédure même de l'ostracisme, puisque le cas de Thémistocle dit, en fait, son exil ne relève pas de la procédure d'ostracisme, ce qui fait qu'on a attribué à l'ostracisme une dureté qui n'était pas la sienne. Et de même que on a été parfois complaisant à la lecture de Thucydide qui dit de fait c'est une démocratie de nom, mais de fait c'est Périclès qui régnait, ce qui n'était pas vrai non plus. Et ce qui montre que cette démocratie athénienne, on l'a vu aussi dans le mémoire déformant que certains auteurs de l'Antiquité, puis leurs lecteurs à l'époque moderne, et ensuite nous ont tendu de cette démocratie. Le premier, ça a sans doute été Plutarque, puisque il y a la vie d'Aristide, mais presque toutes les vies de Plutarque, c'est à chaque fois un grand homme face à la foule envieuse, ingrate, etc., etc. Et on peut remonter peut-être. On peut remonter avec Aristote. Oui. Ça, c'est aussi une des choses importantes. C'est qu'Aristote, dans les politiques, et c'est un vrai point d'inflexion. Aristote, il écrit à la fin du IVe siècle. Donc, l'ostracisme n'est plus en vigueur. On continue à poser la question à l'Assemblée, mais il n'y en a plus depuis 416. C'est le dernier ostracisme. Là, on est dans les années 330, on va dire. Donc, voilà, presque un siècle après, lorsqu'il écrit la politique, notamment, et la constitution des Athéniens. Et il va jouer un rôle dans cette histoire en rabattant l'ostracisme sur toutes les formes d'exil. Comme si l'ostracisme était un exil parmi d'autres. Or, précisément, j'ai presque envie de dire que l'ostracisme n'est pas un exil. L'exil, c'est une machine à créer de l'agitation sociale, parce qu'un exilé, il perd sa citoyenneté, il n'a qu'une envie, et on le voit à la fin du Ve siècle, c'est toutes les révoltes contre la démocratie qui vont aboutir à son renversement temporaire à la fin du Ve siècle. C'est qu'il y a un moment, quand il y a trop d'exilés, là, quand on est exilé, qu'on n'a plus rien à perdre, et on crée du mécontentement, de l'agitation, et les gens qui sont riches, ils ont les capitaux, mais aussi les connexions pour éventuellement essayer de trouver des moyens de subvertir le régime. Et donc l'exil, c'est une machine à détruire les régimes politiques. Et toute l'histoire de l'époque archaïque, c'est une histoire de bouleversement politique créée par des exils mal maîtrisés. Or, Aristote, donc, rabat la procédure d'ostracisme sur l'exil. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est un exil. Le type est éloigné pendant 10 ans. Mais c'est un exil très particulier, vous l'avez compris. D'abord, il y en a très peu. Ensuite, c'est que pour 10 ans. Souvent, ils sont rappelés avant. Ils ne perdent pas leur citoyenneté. Ils ne perdent pas la jouissance des revenus de leur terre. C'est donc très, très différent. Et donc, Aristote, en mettant ensemble, comme dans un paquet, l'ostracisme avec les formes d'exil, a contribué à rendre totalement obscur ce qui faisait l'originalité de la mesure, mais aussi son efficacité. Et donc on ne comprend rien à la stabilité de la démocratie athénienne si on regarde l'ostracisme avec les yeux d'Aristote. Et précisément, l'ostracisme, son histoire, d'une certaine façon, s'arrête en 416, donc au milieu de la guerre du Péloponnèse. Et là, il va y avoir après des exils, et des exils des condamnations à mort avec des gens qui partent pour éviter pire. Et là, ça va être le moment de basculement, un grand moment d'agitation politique. 411, première révolution oligarchique. 404, seconde révolution oligarchique. Donc c'est précisément quand il y a dérèglement et abandon de l'ostracisme que l'on va retrouver des formes de subversion politique et de potentiel renversement du régime.
Et donc, si on lit Aristote, Aristoteles Dixit, Aristote l'a dit, en réalité, on ne comprend plus le fonctionnement de l'institution. Donc, on a Plutarque, mais on a déjà, bien avant, au IVe siècle, Aristote qui a beaucoup joué pour la réputation détestable de cette mesure, et le fait que ensuite, durant la longue histoire de la réception de l'ostracisme, on n'y a souvent rien compris. Pas tout le monde. On va peut-être y revenir. Justement. Mais c'est vrai qu'Aristote, j'ai l'impression qu'on le dépeint souvent comme quelqu'un qui était plutôt favorable à la démocratie, ce qui n'était pas le... Non. Ou alors c'est une démocratie tellement modérée. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin du IVe siècle, c'est un peu comme aujourd'hui. Personne ne va se dire antidémocrate. Bon, on aimerait, cela dit, mais quand même, globalement, c'est très difficile de dire de but en blanc, ah non, moi je déteste la démocratie, c'est devenu très difficile. Au IVe siècle, on est dans cette situation d'hégémonie idéologique de la démocratie qui fait que même quand on instaure vraiment selon tous les critères une oligarchie, on va dire que c'est une démocratie. Et donc c'est un peu le cas pour Aristote. Aristote, c'est disons quelqu'un qui est pour une démocratie où le peuple n'a pas le pouvoir. Donc à partir de là, bon... Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas vraiment une démocratie, mais après on peut en débattre. On peut dire que oui, le règne des lois, ça suffit, et que dans la démocratie, non, il n'y a pas forcément la dimension sociologique, populaire, qui vient s'y nicher. Donc c'est un débat. Mais disons qu'il est pour une forme de démocratie qui est tellement modérée que le terme en est presque vidé de son sens. Et il y a des contradictions dans la politique d'Aristote, dans la façon dont il définit la démocratie, qui sont assez intéressantes à mettre en avant. Et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a frappé, justement, c'est plus tard que je savais, mais dès ce moment d'Aristote, parce que finalement, l'ostracisme est tombé en désuétude parce que c'était une mesure qui n'était pas assez dure, finalement, parce qu'elle était trop douce. Et sur la réception, justement, ce que j'ai trouvé aussi fascinant et pour lequel j'ai vraiment appris énormément de choses, c'est la réception. Alors, vous avez sélectionné des moments chauds qui correspondent aussi au moment où on s'est saisi de cette question de l'ostracisme. Il y en a trois principaux. Celui à l'époque moderne, enfin à la Renaissance, on va dire, début de l'époque moderne en Italie notamment, à Florence, à Venise. J'allais dire évidemment le moment révolutionnaire français, puis on va dire à partir de la fin du 19e siècle et un petit peu jusqu'à aujourd'hui de façon plus ou moins perlée. Et c'est vrai que finalement à chaque fois la façon de... Alors il y a aussi dans ces réflexions l'état des connaissances, puisque évidemment la connaissance de l'ostracisme au XVe ou au XVIe siècle chez les Italiens, elle procédait essentiellement des auteurs anciens, donc il y avait beaucoup de choses qu'on sait aujourd'hui qu'ils ne savaient pas. Donc il y a évidemment des choses qui procèdent de mes connaissances, mais au bout du compte, on voit que chez tel ou tel auteur, le jugement qui est porté sur l'ostracisme, c'est finalement, est-ce que cet auteur tient la démocratie et le bien fondé de la participation du peuple pour quelque chose de positif ou de négatif? C'est une sorte de juge de paix, et c'est vrai que en lisant c'était, je crois que c'était page 100, vers la page 189, en fait, c'était la lecture croisée entre la vision de Machiavel, par exemple, que Machiavel présente de l'ostracisme, qu'il présente de façon plutôt positive, par rapport à un auteur que je ne connaissais pas du tout, qui est un Vénitien un petit peu plus tardif que Machiavel, Paolo Peruta, qui lui présente une vision de l'ostracisme qui serait finalement une institution qui aurait été instrumentalisée par les élites pour régler leurs comptes entre eux. C'est-à-dire on instrumentalise le peuple pour éjecter son rival politique entre membres de l'élite. Et alors que Machiavel, il voit en tout cas le signe d'une participation, de l'expression d'un pouvoir du peuple. Et c'est vrai qu'en lisant ça, je me suis rappelé des ouvrages plus récents comme celui de Sarah Forsdyke qui pose le débat un petit peu en ces termes-là. C'est-à-dire, est-ce que cette institution, c'est un moyen pour les élites d'instrumentaliser le peuple pour régler ses comptes entre soi, ou est-ce que c'est le moyen pour les non-elite people, je crois que c'était l'expression qu'elle employait, d'intervenir en politique. Et donc, alors, ça ne fait pas de Machiavel un démocrate absolu, mais disons qu'il prend les choses de ce point de vue-là, j'allais dire au sérieux quand même un petit peu.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai pris un peu les moments où on a à la fois une culture de l'exil et de l'exclusion, dans les cités-États italiennes, la Révolution française aussi, et puis aussi une appropriation de l'Antiquité. Alors bien sûr, la Renaissance, c'est quasiment dans le nom même, hein, le retour de l'Antiquité, mais la Révolution française aussi. Hein. La Révolution française est un grand moment d'usage de l'Antiquité, surtout romaine et spartiate, parce que je vous l'ai dit, hein, pour la Révolution compris, on s'intéresse très peu à Athènes. Et donc, il me fallait notamment ces deux critères pour que l'ostracisme soit de nouveau sollicité. Alors, c'est vrai que dans les cités-États de la Renaissance, c'est souvent quand même des méditations d'érudits qui ont été impliqués dans la vie politique, mais qui vont réfléchir à l'ostracisme, mais sans véritablement penser à son application dans la vie politique de l'époque. Machiavel moi, ça m'énerve parce que je reconduis une histoire des grands hommes, mais de fait, Machiavel a compris des choses extrêmement profondes sur l'ostracisme. Peut-être parce que aussi lui-même a été exilé, etc. Mais c'est assez saisissant, hein, alors que beaucoup d'autres en sont restés à une vulgate tirée de Plutarque et de l'anecdote d'Aristide et du Rustre. Hein. Donc on a effectivement pour la Révolution, pour la Renaissance, hein, des débats qui sont malgré tout des débats de gens qui ont été engagés dans la vie politique, mais qui se saisissent de l'ostracisme plutôt après coup pour penser de façon un peu mélancolique leur expérience qui souvent a croisé l'exil, a croisé le pouvoir du peuple et éventuellement son arbitraire. Avec la Révolution française, c'est très différent. Moi, ça a été une découverte, c'est de voir à quel point l'ostracisme n'a pas été simplement quelque chose qu'on a cité comme ça dans des débats pour faire joli. Mais ça a été vraiment un moment où on y a réfléchi sérieusement pour l'adapter et même la constitutionnaliser dans la Constitution de l'an 2, dans la Constitution de l'an 3, après Thermidor, donc en 1797, il y a des grands débats autour de l'ostracisme, associé souvent à des mémoires érudits, mais vraiment quelque chose qui traverse la vie politique. Alors, si vous me permettez d'en prendre un exemple, c'est Robespierre. Robespierre, c'est fascinant parce qu'en 1791, il fait son grand discours sur la liberté de la presse, que vous connaissez peut-être, et il réserve une place positive à l'ostracisme. Il dit il faut accepter que la presse, parfois, dise des choses fausses sur les gens. C'est une persécution passagère, dit-il, mais ça vaut le coup parce que ça protège le régime. Donc il y a un droit de la presse, un droit qu'il compare à celui de l'ostracisme, y compris dans son caractère arbitraire, mais passager. Et il a très bien compris ça parce que c'est un lecteur de Montesquieu, et Montesquieu avait tout compris de l'ostracisme. Voilà, quand je vous dis, les grands hommes, hein, Machiavel, Montesquieu, mais voilà, c'est ceux qui ont vraiment, les rares, qui ont compris la positivité de la mesure et ses limites, et en même temps sa puissance de domestication. Ça, c'est 1791. Et puis en 92, il va changer peu à peu d'avis sur l'ostracisme, alors sous une double pression. Parce que d'abord, il y a une très grande campagne de presse contre lui, de gens encore plus radicaux. Et donc, il commence à se dire que la liberté de la presse, c'est pas si bien. Donc, il va expliquer, notamment, c'est sa 11e lettre à ses commettants, c'est-à-dire à ses représentants, ceux qu'il représentait en tant que député, de convention. Il va commencer à expliquer que on peut pas transposer l'ostracisme comme ça. C'est quand même très différent comme situation. Et la campagne de presse montant entre avril et octobre 92, montant en intensité, voilà, il va vraiment prendre position contre l'application de l'ostracisme à la situation française. Mais il le fait aussi pour une deuxième raison, parce qu'à partir d'octobre-novembre, se pose la question de la mort du roi. Ça va être le procès de Louis XVI. Et l'une des façons pour les révolutionnaires qui ne veulent pas la mort du roi de trouver un autre chemin, ça va être de proposer l'ostracisme du roi. Et donc, fin 92, Robespierre a 2 raisons de récuser l'ostracisme qu'il avait pourtant appelé de ses voeux l'année d'avant. D'une part, le fait qu'il était lui-même sur la sellette, en tant qu'homme extrêmement puissant et qu'on pouvait vouloir voir écarté pour éviter une dictature.
Et d'autre part, le fait que l'ostracisme était devenu le moyen pour un certain nombre de révolutionnaires d'éviter la mort du roi. Et vous savez qu'il a eu gain de cause, hein, et que le roi a été guillotiné le 21 janvier 1793. Et c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et donc on a un moment avec la Révolution française où vraiment la référence antique n'est pas simplement affaire d'érudits ou même de réflexions mélancoliques d'hommes politiques après leur carrière, mais véritablement de politiciens engagés et qui posent la question de comment faire jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la Révolution française et on dit « ya basta ». Il y en a marre des vieux Grecs morts, des vieux Romains grecs. Et on n'en peut plus de cette façon de solliciter l'Antiquité, ce qui a été fait pendant toute la Révolution française. Et c'est le grand discours de Benjamin Constant en 1815 qui dit l'Antiquité, la liberté antique, c'est une chose, la liberté moderne, c'est autre chose. Arrêtez de nous rebattre les oreilles avec Athènes, Sparte et Rome. Hein. Et c'est le moment de disjonction où Athènes va devenir désormais le lieu de plutôt une enquête historique. En Allemagne, l'Altertumswissenschaft. C'est vraiment un point de divergence majeur. Ce qui va marquer avec le 19e siècle, finalement, le début de la dépolitisation du mot ostracisme même. Alors, un des moments forts, peut-être, c'est l'affaire Dreyfus, sur laquelle vous vous étendez pas beaucoup, mais pour lequel le terme a pu être employé. Et c'est vrai qu'en lisant, moi, ce que je me suis dit, c'est il y a quand même il y a mal donne, puisque l'ostracisme, en tout cas des Athéniens au 5e siècle, ça vise un puissant. Alfred Dreyfus, c'était pas impuissant. Donc là, déjà, le terme est... bon, alors il est reçu et donc il change, et c'est comme ça, mais il y a déjà une... Oui, mais il est utilisé de façon négative. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est devenu l'ostracisme, ce que je vous disais, on boucle la boucle et on est à la fin, hein. Mais il est devenu effectivement une métaphore pour parler d'un processus d'exclusion et de marginalisation collective de groupes dominés. Et donc, effectivement, c'est un tête-à-queue, donc qui ne facilite pas la compréhension, évidemment, de l'institution. Et c'est vrai qu'on commence, moi j'ai essayé de tracer le moment où on commence à employer métaphoriquement le terme d'ostracisme, et c'est effectivement l'affaire Dreyfus. Pour parler des Juifs, Proust va parler de l'ostracisme des homosexuels, et jusqu'à aujourd'hui, on utilise le terme ostracisme, même en sociologie, pour parler de ces processus de mise à distance de groupes collectivement dominés. Les Tziganes, les Roms, aussi, une étude de la presse aussi pour montrer cet usage, mais à front renversé qui vient obscurcir ce qu'est, d'une certaine façon, la puissance politique de l'ostracisme pour aujourd'hui. Et je vois leur tourner, cette puissance politique qui n'est pas, comme les révolutionnaires le rêvaient, le fait de dire on va ostraciser Trump, hein, ou quelqu'un d'autre qui vous voulez. Mais qui plutôt, pour moi, essayait de comprendre quelles questions les Athéniens essayaient de résoudre lorsqu'ils ont inventé puis mis en pratique l'ostracisme. C'est-à-dire tenir les élites. Tenir les élites sans les amener à faire sécession ou à se révolter. Et ça, c'est une question pour aujourd'hui. Et c'est cette question-là, qui est obscurcie par l'usage maintenant métaphorisé de l'ostracisme, qui me semble précieuse, et qui est souvent un malentendu sur quand on revient vers la démocratie athénienne pour y trouver des façons de revivifier nos démocraties fatiguées. Ça va être le tirage au sort, ça va être la participation. Oui, c'est important, le volet délibératif, mais souvent on dit oui, mais c'était des petites cités, ils étaient quelques milliers, puis il y avait l'esclavage, puis les femmes n'étaient pas citoyennes, toutes choses qui sont exactes. Mais avec l'ostracisme, on voit que la démocratie se fonde sur autre chose. Certes, sur la délibération, hein, mais c'est important, hein, et les conventions citoyennes ont été un bel exemple, salopé a posteriori, hein, mais par la décision du prince, pour le coup, hein, qui a décidé de ne pas en tenir compte. Mais la démocratie, c'est aussi le contrôle des élites. Et le contrôle des élites, il n'est pas dépendant de la taille d'une communauté. C'est en cela que, me semble-t-il, l'ostracisme peut revenir vers nous,
pas comme une solution toute faite prête à l'emploi, mais comme un ensemble de questions qui nous sont et qui continuent à nous être adressées. Comment faire pour tenir les élites au moment où elles rêvent d'aller sur la Lune ou sur Mars? Effectivement, et c'est ce qui... Peut-être, à un moment, vous écrivez que le tirage au sort, en fait, il ne suffit pas de le transposer, il faut un dispositif autour. D'une certaine façon, la démocratie, c'est un système au sens... il faut plusieurs composantes intégrées entre elles, et de la même façon, on ne peut pas transposer l'ostracisme, mais ce qu'il faut qu'on interroge aussi, c'est probablement notre rapport aux élites. Est-ce que, en tant que peuple, si je puis dire, est-ce qu'on est prêt aussi à contrôler les élites? Et chacun pensera aux exemples qu'il souhaitera, mais parfois, quand on voit quelqu'un qui est ou a été un grand représentant politique se retrouve devant les tribunaux menacé d'une façon ou d'une autre, on constate que ça passe pas d'une certaine façon. Mais comment quelqu'un qui a été si puissant peut être inquiété, traîné devant les tribunaux? C'est pas normal, c'est placé dans une position d'indignité. Je pense que c'est aussi ces réactions-là chez nous qu'on peut avoir, enfin chez tout un chacun, qu'il faut aussi interroger sans doute. Voilà. Mais ça, on peut peut-être en discuter. On a du temps, hein, on a une petite demi-heure pour des questions qui, je pense, seront nombreuses. On peut peut-être déjà remercier Vincent pour ces belles réflexions. Et donc, voilà, les questions sont ouvertes, elles sont toutes les bienvenues, que ce soit sur l'ostracisme au Ve siècle ou ses réceptions sous une forme ou sous une autre. Merci, c'était passionnant. Au niveau de l'ostracisme, vous nous avez expliqué les différences entre l'ostracisme et l'exil. Est-ce que pendant que la période où l'ostracisme était opérant, est-ce que les autres formes d'exil étaient neutralisées, étaient inexistantes? Alors, la réponse est globalement oui. C'est-à-dire que la démocratie athénienne a très peu condamné à l'exil. C'est-à-dire que les exilés, il y avait des exilés, mais c'était en gros des gens qui avaient devancé souvent une condamnation plus lourde, à mort, et qui partaient pour éviter leur sort, ou qui s'avéraient incapables, par exemple, de payer l'amende énorme auquel ils étaient condamnés, et qui préféraient, en perdant leur citoyenneté, quitter la cité. Il n'y avait pas, à proprement parler, ou très rarement, de peine d'exil. Et les Athéniens ont, pendant tout le 5e siècle, jusqu'à ce que ça se dérègle, à la fin du siècle, veillé à ce qu'il n'y ait pas trop d'exil, y compris non prévu de cette manière. Donc on peut dire que globalement, ça n'a pas tellement coexisté. Il y avait des exils au compte-gouttes, mais qui n'étaient jamais des exils prononcés judiciairement, mais plutôt des conséquences d'autres formes de condamnation judiciaire, parce que les Athéniens, par ailleurs, pouvaient mettre en procès leurs élites, et là, les condamner de façon beaucoup plus forte, parfois. Et pour vous donner une idée, vous connaissez peut-être, en tout cas de nom, Miltiade. Miltiade, c'est le vainqueur de marathon. Pas grand-chose, c'est le papa de Simon aussi, dont je vous ai parlé. Simon l'incestueux. Et Miltiade, donc tout vainqueur de marathon qu'il est, il est condamné l'année suivante. L'année suivante, il va, alors qu'il est blessé, on dit qu'il s'est mal débrouillé lors d'une expédition militaire qui suit Marathon, et il va mourir en prison, blessé. Et son fils Simon va même, après sa mort, être emprisonné parce qu'il n'a pas remboursé l'amende. Parce qu'il n'y a pas de prison en tant que telle. La prison, c'est un moment d'attente, soit pour une condamnation à mort, soit le temps que vous puissiez rembourser l'amende auquel vous avez été condamné. Il n'y a pas de prison comme peine à Athènes. C'est pour vous donner l'idée de ce contrôle des élites qui peut être féroce.
hein, et qui pourtant est globalement accepté. Simon, il est allé en prison et puis il a payé sa dette, justement, avec Elpiniquet, qu'il a marié avec l'homme le plus riche de la cité. Ça lui a permis de se dégager, de sortir de prison. Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que les Athéniens ont effectivement contrôlé leurs élites de façon extrêmement stricte, mais en leur laissant toujours des portes de sortie. Donc, à tous ces gens qui ont pu être condamnés très durement, en général, avaient des moyens de se refaire. Et Simon en est un très bel exemple. Et donc, pas d'exil, en tout cas, pas d'exil massif. Moi, je voudrais revenir sur la notion de consentement, parce que si on transpose à aujourd'hui, parce que, bon... Bien sûr, bien sûr. Je ne vois pas du tout comment les politiques aujourd'hui peuvent consentir à ce genre de choses. Enfin, déjà, ils ne le consentent pas. Donc, bien sûr, mais c'est bien tout un enjeu. Comment, dans leur mentalité, ces élites ont réussi à consentir à ce genre de choses? C'est-à-dire que c'est un moment où c'est la vraie question. Hein. Le moment où les élites lâchent des choses, c'est le moment où elles ont peur. C'était ce que je disais. Hein. C'est des choses bien connues. Le capitalisme n'a jamais été aussi bien régulé que quand il y avait l'URSS. Alors l'URSS, c'était horrible pour les gens qui y étaient. Mais c'est ce qui a été la condition paradoxale des 30 Glorieuses, de la modération, tout ce qui nous est arrivé depuis l'effondrement de l'URSS n'a pas été une bonne nouvelle, paradoxalement, de notre côté. Alors, je ne vais pas le regretter. Je pense que c'était absolument atroce pour ceux qui vivaient sous ce genre de... Mais ce que ça dit, c'est la façon dont il faut créer des rapports de force pour qu'il puisse y avoir acceptation. Et actuellement, alors ça devient pour nous presque incompréhensible, mais ça a été quand même l'histoire depuis, on va dire, la Révolution française, d'arriver quand même à avoir des moments où les élites ont été tenues. Aujourd'hui, ça nous semble presque impossible, mais il faut justement, et c'est une des fonctions de l'histoire, hein, se souvenir de ce dont les hommes et les femmes ont été capables. C'est l'une des fonctions de l'histoire. Ce n'est pas une leçon, mais voilà, c'est une façon d'ouvrir notre imaginaire politique. Ça a été possible, et ça a été possible il n'y a pas si longtemps aussi. Hein. Donc nous, ça nous semble aujourd'hui étrange, et c'est tout le but de la politique, de faire que cela le soit moins. Mais effectivement, on se sent démuni dans le cadre de cette mondialisation où le cadre politique nous est arraché, où effectivement, l'essentiel est déjà décidé. Donc effectivement, mais bon, ça, il y a... La bonne nouvelle, c'est que ça peut bouger. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en général, ça bouge dans des moments extrêmement violents, quand le système rompt. Donc, et j'ai peur qu'on ne soit pas si loin d'un de ces moments-là. Non. Alors merci beaucoup pour la présentation. Vous aviez mentionné donc certains membres de la plétismos athénienne qui donc quittaient la cité vers le territoire perse. Et moi, j'aimerais revenir sur la mention que vous avez faite de la cité d'Argos que j'étudie. Est-ce que Argos, donc en sachant qu'elle était proche d'Athènes, était considérée comme une ville, on va dire, comme un peu très zen, qui accueillait parfois la population athénienne dans ces siècles-là, ou pas du tout? Oui, c'est une question intéressante. C'est-à-dire que parmi les choses qui marquent la modération de l'ostracisme, il y a le fait que les ostracisés ne vont pas n'importe où. On ne sait pas exactement comment ça se faisait, mais on sait que les ostracisés étaient censés ne pas aller au-delà. Alors, il y a tout un débat philologique, c'est un fragment qu'on comprend mal, le grec est pourri, enfin bon. Donc, est-ce qu'ils doivent aller au-delà d'une ligne qui va du cap Skylion au cap Gerastion, peu importe. On ne sait pas s'ils doivent aller au-delà ou en deçà. Donc on ne sait pas si la cité veut les garder tout près d'elle ou au contraire les éloigner.
Mais ça montre bien que les ostracisés sont encore considérés comme des citoyens, puisqu'on se soucie. Les exilés, ils vont où ils veulent, ils sont plus citoyens. Là, on se soucie de leur lieu de résidence durant le temps où ils sont éloignés de la cité. Alors ça, voilà, on ne sait pas exactement précisément comment, mais on sait que c'était un souci de la part de la communauté, de savoir où étaient les ostracisés, qui étaient peu nombreux, vous l'avez compris. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où plusieurs d'entre eux ont été exilés ou ostracisés. Et alors ça dépendait de leur réseau, où ils avaient des copains qui étaient capables de les accueillir. Mais en tout cas, on a plusieurs cas, effectivement, où Argos joue un rôle. Argos, qui est une démocratie aussi, qui se transforme en démocratie au cours du 5e siècle. Et donc, il y a certainement aussi une façon pour les ostracisés en allant à Argos de dire j'ai pas rompu. J'ai pas rompu avec la communauté. Et ça, c'est aussi intéressant de montrer comment les ostracisés ont essayé d'envoyer toute une série de signaux pour dire qu'ils étaient toujours au service de leur communauté et qu'ils pouvaient être rappelés et qu'ils l'ont souvent été avant même le délai de 10 ans. Donc Argos joue, à mon sens, un rôle dans cette histoire en tant que démocratie et en tant que lieu qui a été adopté par un certain nombre d'ostracisés avant d'aller ailleurs. C'est aussi le cas d'Alcibiade. Alcibiade, il va d'abord à Argos lorsqu'il pense qu'il va pouvoir revenir à Athènes. Et puis, quand les Athéniens le condamnent par contumace à mort, là, il va aller beaucoup plus loin, et notamment chez l'ennemi à Sparte. On est en pleine guerre du Péloponnèse. Donc Argos, effectivement, a un statut très particulier. Bonjour et merci à tous les deux pour cette belle présentation. Déjà, effectivement, je pense que ça a beaucoup résonné en nous, la balance que vous faisiez ou le juste équilibre, je ne sais pas, entre la domestication des élites et l'empuissantement du peuple. Effectivement, c'était très intéressant et ça rebondit sur la question de madame et votre réponse. Moi, ma question, c'est un peu une fausse question, j'ai essayé de synthétiser. Vous avez parlé de l'exil. Là, on est dans le cas effectivement de l'ostracisme où on a un seul nom qui est noté. Est-ce que c'était toujours le cas? Est-ce que par exemple on pouvait avoir, pour refermer un peu la boucle aussi, vous parlez des minorités, on n'est pas dans le cas de minorités exclues socialement, mais est-ce que ça a pu quand même être le cas peut-être à la fin de l'ostracisme, à la fin du 5e siècle? Peut-être qu'éventuellement on peut imaginer les familles aussi qui pouvaient partir ou pas spécialement. Comment ça pouvait se passer également pour les autres? Alors, d'abord, on peut dire fermement non, c'est-à-dire c'est vraiment le gratin d'Athènes. C'est toujours un seul nom, jamais plus. Le cas du dernier ostracisme est un cas limite, c'est que donc il s'appelle Hyperbolos, celui qui est le dernier ostracisé, certainement en 416. Mais les sources littéraires, notamment Plutarque, mais on trouve ça aussi dans la comédie, là pour le coup contemporaine, disent que c'était pas quelqu'un de la haute. Alors, donc, il y a eu toute une historiographie qui a dit, avec Hyperbolos, qui est le dernier ostracisé de l'histoire, l'institution est dévoyée, puisque, en principe, ça doit toucher des citoyens puissants, et puis c'est tombé sur un citoyen lambda, parce que les deux grands hommes politiques de l'époque se sont entendus sur le dos de ce troisième larron. Les deux grands hommes politiques de l'époque, c'est Nicias et Alcibiade. Et donc c'est comme ça qu'on a écrit cette histoire. Sauf que Hyperbolos, c'était pas n'importe qui. C'était en réalité ce qu'on appelle un démagogue au sens neutre, donc c'était l'un des chefs du peuple. Donc c'était un homme puissant, c'est un homme qui était moqué par les comiques, et pour être moqué par les comiques, c'est qu'on était visible, parce qu'on se faisait envoyer des tombereaux d'injures à la figure, et ce devant le peuple et en sa présence. C'était une expérience particulière. Mais c'était le cas aussi d'Alcibiade, c'était le cas de Nicias. Donc c'est en réalité quelqu'un dont la famille est riche, c'est quelqu'un de puissant, mais simplement il ne vient pas des vieilles familles qui ont des propriétés terriennes transmises de génération en génération. Et donc on a écrit cette fausse histoire d'un Hyperbolos qui serait un représentant de la canaille, avec l'idée en plus que d'une certaine façon ça aurait fait disjoncter l'institution. Une institution qui était prévue pour les puissants et qui, étant appliquée à un moins que rien, aurait été couverte de boue, dit Thucydide, ridiculisée, et que ça aurait entraîné son abandon.
Et en fait, ce n'est pas le cas. Et si l'ostracisme est abandonné, c'est plutôt qu'on est dans une phase de tension politique extrême et que la mesure est considérée comme insuffisamment punitive. Et on est en réalité, après 416, dans un moment, parce qu'il y a la guerre du Péloponnèse, parce que la situation politique est dure, où les Athéniens vont raffermir leur mainmise sur les élites par des procédures judiciaires beaucoup plus dures, mais ce qui va entraîner des révoltes. Donc il va y avoir un moment d'ajustement. Puis au IVe siècle, ils vont trouver un autre type d'ajustement avec des punitions très fortes, mais des honneurs très forts. Des honneurs, des avantages. Donc ils acceptent que leurs hommes politiques soient vraiment distingués si, par ailleurs, ils acceptent aussi d'être fortement punis. Et ça, c'est quelque chose aussi qui résonne par rapport à aujourd'hui où... effectivement, la punition, comme tu le disais, n'est pas acceptée. Hein. On peut être grand croix de la Légion d'honneur, mais en revanche, 20 jours en prison, c'est un outrage absolu. Bon. D'un point de vue athénien, c'est un non-sens. C'est vraiment en dehors de tout avis sur le procès, le second procès en cours. Vous avez dit qu'il y avait eu des réflexions sur un nouvel usage des réflexions pendant de la part des cités-États de la Renaissance ou sous Robespierre d'une réflexion sur l'ostracisme. Est-ce que c'est allé plus loin? Est-ce que ces projets ont abouti? Est-ce que l'ostracisme a été réactualisé? Alors, ils ont abouti, c'est-à-dire qu'en l'an 3, il y a plusieurs projets qui imaginent des formes d'acclimatation de l'ostracisme. Ils ne sont pas adoptés dans la constitution de l'an 3, qui de toute façon a été très vite balayée, comme vous le savez. En revanche, en 1797, il y a un débat, mais très vif, très concentré entre octobre et novembre 1797, au moment où les royalistes reprennent du poil de la bête. C'est le moment où les thermidoriens ont un peu trop lâché la bride. Ils ont instauré un suffrage censitaire. Ils ont voulu terminer la Révolution. Mais il est tellement censitaire que les royalistes se sont retrouvés majoritaires. Et donc se pose la question de que faire. Là, il y a une panique chez les révolutionnaires, donc très modérés, les thermidoriens. Et donc là, il y a tout un débat sur l'ostracisme où on dit est-ce qu'il ne faut pas ostraciser toute la noblesse? Et c'est ce qui va avoir lieu. Donc il y a un grand débat avec des pour, des contre. Benjamin Constant est contre. Vraiment, les grands noms de post-Thermidor se prononcent pour ou contre. Et à la fin des fins, Boulet de la Meurthe et sa commission dit ostracisme de la noblesse. Et donc, c'est ce qui explique que les nobles, tous les capets, etc., aient été ostracisés, et ce, pendant très longtemps. Hein. Vous savez que le comte de Paris n'est revenu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Hein, mais c'est la suite des débats de 1797. Et donc, réactivé à la fin du XIXe siècle. Bon. Donc, parce qu'évidemment, avec la Restauration, mais après, c'est repris à la fin du XIXe siècle. Et donc, on a une constitutionnalisation de l'ostracisme, enfin, en tout cas, une légalisation de l'ostracisme, mais un ostracisme totalement dévoyé, puisque ça devient une mesure collective contre toute la noblesse, mais qui est effectivement adoptée. Donc, oui, il y a une mise en œuvre, une mise en pratique, mais d'un ostracisme qui ne correspond pas du tout, puisque c'est un exil définitif, arrêté en 1815, bien sûr, mais qui est effectivement mise en œuvre, malgré tout. Oui, aujourd'hui, on vit dans des sociétés modernes, donc très individualistes, et on évoque une véritable coupure entre les élites et le plus grand nombre. Est-ce que ça avait du sens à l'époque à Athènes? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment communautaire fort qui explique que les élites, finalement, on est d'abord athéniens, et donc on accepte la loi de la cité, qui est celle du peuple, en l'occurrence? Vous avez tout à fait raison. Effectivement, on est dans une toute autre anthropologie, on va dire, si on doit dire les grands mots. Donc, effectivement, il y a un sentiment communautaire plus fort, mais on voit malgré tout que dans d'autres communautés avec un sentiment communautaire fort, il y a des exils qui provoquent au contraire la révolte. Donc, ça ne règle pas entièrement la question. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que pour que l'ostracisme fonctionne, et plus généralement pour qu'une démocratie soit fonctionnelle, une authentique démocratie, il faut des conditions anthropologiques. Et notamment,
Moi, c'est une des choses sur lesquelles je continue à travailler. J'aimerais travailler davantage. Il faut des types par exemple, de systèmes familiaux. Par exemple, il faut que l'héritage soit réparti entre les frères de façon assez égalitaire, des choses que Emmanuel Todd a pu montrer. Mais il faut aussi que les segments de la société soient relativement égalitaires et en conflit relatif entre eux. C'est-à-dire qu'il faut que les élites soient dans une conflictualité réglée qui permet au peuple d'éventuellement jouer l'une sur l'autre. Et ça, c'est des conditions, c'est des sociétés qu'on appelle segmentaires, et auxquelles un certain nombre de cités grecques répondent. Ça ne suffit pas, mais c'est une condition d'une certaine façon de possibilité à partir de laquelle on peut penser un design institutionnel qui prend appui, qui le travaille et qui peut éventuellement déboucher sur effectivement un contrôle des élites. Donc c'est pour ça que quand on veut appliquer par des recettes institutionnelles la démocratie sur un certain nombre de sociétés, ça ne marche pas du tout, évidemment. Donc ma réponse est oui et non. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être déjà remercier nos deux invités et puis poursuivre la discussion de manière plus informelle si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Il s'agissait d'une rencontre avec l'historien Vincent Azoulay à la librairie Ombre Blanche, samedi 18 avril 2026, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Ostracisme, du bon usage de l'arbitraire en démocratie » aux éditions de l'EHESS. Vincent Azoulay a aussi publié en 2020 chez Flammarion « Athènes 403, une histoire chorale avec l'historien Paulin Ismar » entre autres. Réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.